Et aujourd'hui, bancaire. Et donc on lance avec Crésus, et on est vraiment content, une série de rencontres débats pour échanger de questions d'inclusion financière en général. Et on est particulièrement content, Emmaüs, que la première soit sur la thématique de la dette des détenus, puisque vous le savez peut-être, mais Emmaüs, en fait, on est né sur cette thématique. C'est la rencontre de l'abbé Pierre avec Georges Leguet, le premier compagnon, qui était un ancien bagnard. En fait, il est sorti de prison, il n'avait plus rien. Il voulait se suicider, et l'abbé Pierre lui a dit toi qui n'as rien, viens m'aider à aider. Et ensemble, en fait, on va faire des choses. Et du coup, ça a été la création d'Emmaüs. Et donc, c'est un sujet qu'on porte particulièrement. Ces dernières années, vous avez peut-être vu à l'entrée, mais on a réalisé plusieurs études, enquêtes, pour à la fois animer un peu la réflexion, pour porter aussi, essayer d'illustrer notre plaidoyer. Donc vous avez l'enquête, il y a le dossier complet, mais il y a aussi un résumé de l'enquête sur la pauvreté en prison qu'on a fait avec le Secours catholique. Il y a aussi, et c'est pour ça aussi, c'est comme ça qu'on a commencé à bien travailler avec Crésus, mais l'enquête sur les dettes des détenus qu'on a réalisé avec Crésus, d'autres et Hélène surtout. Merci Hélène. Donc là, on l'a pas en version imprimée, mais on vous l'enverra dans le lien, je pense, après ce soir, après l'événement, on pourra vous renvoyer le lien vers l'étude. Et puis, cette étude en fait, qu'on a menée sur les dettes des détenus, elle a permis aussi de beaucoup nourrir le manifeste de l'inclusion financière, qui est sorti le mois dernier, et vous avez aussi un petit résumé au fond. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voulais vraiment remercier Crésus et Dylan de nous accueillir et de proposer ces temps. Il y en aura d'autres, Jean-Louis en parlera à la fin. Et remercier aussi qui est responsable de plusieurs points d'accès aux droits en détention. Elle vous expliquera ce que sont ces points d'accès. Alors, pull rouge, vous avez François Cordet. Alors, François, vous accompagnez des bénéficiaires dans leur démarche vers le surendettement, que ce soit dehors, pour tout le monde, chez Crésus, ou bien en détention, à la maison d'arrêt de Strasbourg, et ce depuis 16 ans, et on sera ravis de vous écouter sur votre expérience depuis 16 ans auprès des détenus. Et puis
puis enfin, il nous reste Nada Gistas de la Banque de France. Donc vous travaillez à la Banque de France au siège, dont le département accueil inclusion financière. Et votre poste précédent, au moment où je vous ai rencontré, c'était directrice des particuliers à la Banque de France d'Evry en Essonne. Et l'Essonne, eh bien, c'est le département où il y a Fleury-Mérogis, la plus grande centrale d'Europe. Et c'est avec ce lien-là que je suis allée voir Nadège il y a quelques mois aussi. Alors je vous remercie d'être là tous les 5 pour évoquer votre expérience. Mais avant de vous donner la parole, je propose qu'on écoute un ancien détenu, Vincent, qui est venu ici il y a 2 semaines pour discuter de ses finances, de ses difficultés budgétaires, avant, pendant et après sa détention. Et avec l'aide de Michael, qui se cache ici de l'équipe d'IDEM, on a fait un montage, on a sélectionné quelques extraits, mais sachez que vous aurez accès à l'intégralité de son témoignage par la suite. Alors, qu'est-ce que je peux dire de Vincent ? Il a environ 40 ans aujourd'hui. Avant sa détention, c'était quelqu'un qui était salarié, qui travaillait, qui gagnait environ le SMIC, et qui, il est vrai, avait quelques crédits renouvelables qu'il avait accumulés et dans lesquels il piochait de temps en temps, ainsi que dans son découvert bancaire. Mais bon an, mal an, il arrivait à avoir un équilibre budgétaire dans cette instabilité budgétaire malgré tout. Alors en 2014, il a été incarcéré. Et je m'arrête là de parler, je vous propose de l'écouter. Il va évoquer son budget en détention, puis d'autres éléments. Puis je reprends la parole un peu plus tard. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, là, il y a trop de lumière, je suis désolée, mais en fait, vous aurez le son, et éventuellement, vous aurez le sous-titre aussi. Alors, du coup, on peut éteindre, mais du coup, je suis désolée, ça va être un peu ambiance cinéma, quoi. On éteint ? Allez, c'est parti. Le premier courrier que j'ai reçu, c'est pas du tout un courrier de ma famille, de ma mère ou de mon avocat. Ça a été... Dès que je suis entré en détention, très très rapidement, dans les premières semaines, le premier courrier que j'ai reçu, c'est pas du tout un courrier de ma famille, de ma mère ou de mon avocat. Ça a été un courrier de ma banque, le tout premier courrier. Et donc tout de suite, ça m'a replongé dans la réalité. Et la banque me réclamait forcément de l'argent que je devais pour rembourser mes crédits. Et le fait est, c'est qu'étant en détention, je n'avais pas du tout les moyens de pouvoir payer ce crédit. Ça commençait un peu à me tracasser, dans le sens, j'ai pu travailler en détention, mais les salaires en maison d'arrêt sont très très faibles. J'étais à Fleury-Mérogis, je gagnais en moyenne 200 € par mois. Sur cet argent-là, il y a une grande partie qui va pour la cabine téléphonique, pour pouvoir appeler vos familles par exemple, une partie pour payer la télévision, car rien n'est gratuit en détention. C'est pas du tout le Club Med, pour payer le frigo, pour payer les produits d'hygiène, pour payer les produits ménagers pour que votre cellule soit à peu près propre. Après aussi, si vous voulez manger un peu mieux, il va falloir acheter quelques produits alimentaires, du sel, de l'huile, etc. Une plaque chauffante dans l'idéal, parce que sinon vous pouvez vous retrouver avec des plats froids parfois. Donc voilà, avec ces 200 €, c'était impossible de rembourser mes crédits. En détention, s'occuper de ses dettes, de ses questions budgétaires, de ses problèmes bancaires. J'ai discuté longtemps de la façon dont on s'informe, dont on peut prendre contact avec des créanciers, et je lui laisse à nouveau la parole. Dès que je suis en train de vous retrouver seul, rapidement dans les premières semaines, et c'est pas le premier, et avec très très peu d'informations. Donc c'est au détenu d'aller chercher les informations, et souvent elles viennent par le bouche à oreille. Moi j'ai entendu parler du PAD et d'autres choses par le bouche à oreille, par des camarades dans la cour de promenade, en me disant ce serait bien que tu écrives à telle personne, elle va pouvoir t'aider, etc. Mais c'est vraiment compliqué, c'est de récolter l'information. C'est même compliqué d'avoir un lien avec sa propre banque. Déjà, c'est très compliqué d'avoir des autorisations téléphoniques. Et en plus, pour pouvoir téléphoner, c'est à certaines horaires et on ne peut pas patienter longtemps au téléphone pour avoir son conseiller, donc ça, c'est quasiment impossible.
Après, le système de courrier est très très lent, ce qui fait que vous allez toujours avoir un temps de retard par rapport aux demandes de votre banque. Pourquoi? En maison d'arrêt, tant que vous n'êtes pas jugé, votre courrier, il met super longtemps avant d'arriver à votre destinataire. D'abord, il va être lu par le vaguemestre. Le vaguemestre va l'envoyer au juge, qui va lire votre courrier quand elle aura le temps. Et après, elle va l'envoyer au destinataire. Moi, il y a des lettres de ma mère que j'ai reçues, par exemple, 1 mois après qu'elles aient été écrites. Et pareil dans l'autre sens. Du coup, pour faire des choses administratives, c'est quasiment impossible par téléphone et par courrier. Impossible. C'est au droit économique en détention, et d'ailleurs on va en discuter ce soir, mais dans tous les cas, en ce qui concerne Vincent, on peut dire que lui est parvenu à accéder à ses droits avec l'aide du point d'accès au droit de Fleury, avec le soutien de sa mère. Il a monté, déposé un dossier de surendettement qui comprenait l'ensemble de ses dettes bancaires. Et voilà, on va encore l'écouter lorsqu'il parle du sentiment qu'il a éprouvé quand il a reçu la fameuse lettre de la Banque de France qui lui annonçait que ses dettes étaient effacées. Donc il a appris qu'il bénéficiait donc de la procédure de rétablissement personnel. Et ben voilà, écoutons-le. Ça m'a vraiment soulagé. En gros, c'est que ma dette, elle a été effacée. Donc il y avait plus de 10 000 euros qui ont été effacés. Et ça m'a fait vraiment un gros soulagement parce que je m'étais dit, si je dois sortir avec déjà les frais de justice à payer, avec les parties civiles à payer, plus 10 000 euros à ma banque, c'est directement, là, c'est une double peine qui va se rajouter à tout le reste. D'autres dettes liées à sa condamnation ne l'ont pas été. Et dans un dernier extrait d'entretien, il raconte comment il paie tous les mois et depuis des années ces dettes-là. Et voilà, je vous laisse ce dernier extrait d'entretien. Chaque détenu, du coup, paye son procès. Et j'ai effectivement des parties civiles à payer. Et du coup, tous les mois, dès ma détention, j'ai commencé à payer. D'abord, forcément, comme je gagnais que 200 euros par mois, j'ai fait un petit courrier en demandant au service comptable s'il pouvait prélever 20 euros par mois sur mon salaire, ce qui a été fait. Et ensuite, quand je suis sorti, j'ai d'abord touché le RSA pendant quelques mois. Et là, j'ai pu augmenter un petit peu l'argent que je devais. Du coup, je versais à peu près 50 euros par mois. Avec le RSA, j'avais à peu près 500 euros. Et après, là, maintenant, j'ai un travail, c'est autour du SMIC. Du coup, maintenant, je paye un peu plus de 100 euros par mois, selon les mois. Voilà. Il y a plein d'idées qui s'entrechoquent. Effectivement, ça me paraît juste. Effectivement, il faut se racheter d'une manière ou d'une autre. Après, des fois, c'est un peu compliqué, parce que je me dis, est-ce que je ne me suis pas déjà racheté en passant ces 4 années en détention? C'est déjà quelque part une punition. Ok, après, je verse maintenant de l'argent. Mais ça fait beaucoup parce que c'est vrai que ça contrarie mes propres projets de réinsertion. C'est vrai que j'ai des rêves, que ce soit professionnels ou artistiques ou familiaux. Bon, ce témoignage de Vincent, il est bien sûr tout à fait singulier. Il n'a absolument pas vocation et il n'est absolument pas représentatif. Mais je trouve qu'il a l'intérêt d'évoquer de façon vivante, vécue, différents aspects sur lesquels on va revenir au cours de la table ronde. Alors je pense à quoi? À l'accès à l'information en détention, aux difficultés à contacter la banque ou les administrations ou les entreprises, au décalage de temporalité entre ce qui se passe en détention puis la temporalité à l'extérieur, à la gageure que représente le fait de rassembler des pièces pour un dossier de surendettement, ou encore au poids et aux conséquences des sanctions économiques. Et ce que je vous propose maintenant, via cette table ronde, et avec l'aide de Jean-Louis Kiel, de Crésus, c'est de revisiter ces différents thèmes, ces différentes difficultés avec nos invités, qui apporteront chacun un éclairage spécifique sur la question. Alors, Jean-Louis, et bien c'est à toi de bosser. Je pose la première question à Justine Baranger. Et la question porte sur les personnes qui interviennent, les professionnels qui interviennent, qui peuvent détecter les difficultés budgétaires des détenus et les accompagner. Et d'autre part, quelles sont les demandes qui sont faites par les détenus sur ces sujets, difficultés financières
dans les PAD, le plan d'accès au droit. Et enfin, dernière question, quelles sont les situations les plus complexes à gérer, si vous avez quelques exemples? Oui, bonjour. Oui, donc, du coup, moi je suis chef de service des plans d'accès au droit en milieu pénitentiaire, enfin, dans certains établissements en Île-de-France. Et donc mes équipes en effet sont confrontées tous les jours à des personnes faisant face à des difficultés financières. Et donc on intervient surtout en deux temps. Il y a surtout déjà en maison d'arrêt, donc c'est les personnes qui viennent d'arriver en détention, qui sont condamnées à des courtes peines ou pas encore condamnées. On essaie dans un premier temps de les informer, comme disait Vincent, on a dû se louper à des moments, de les informer sur le fait que leur contrat continue à l'extérieur et leur vie continue à l'extérieur et qu'il faut absolument qu'ils s'occupent très vite et dès le début de résilier tous ces contrats, de demander la suspension et de faire en sorte qu'on n'accumule pas les dettes dès le début de la détention. Et donc déjà, il y aura un premier temps, on essaie d'informer par écrit et par information collective au quartier arrivant. Et donc il y a un premier temps où on essaie surtout de déterminer avec eux quelles sont les dettes qui vont pouvoir s'accuser, enfin, quel est le contrat qu'il va falloir annuler. Donc on fait le listing avec eux, on essaye de penser à tout, de l'abonnement Netflix à la salle de sport, aux questions du logement bien sûr, si la personne avait un logement avec des contrats EDF, gaz, voilà. La question aussi du contrat de location, si la personne bien sûr était locataire, et tout ça on essaye de faire la liste, et après, là le parcours du combattant commence, puisque on va devoir essayer de trouver tous les fournisseurs, toutes les adresses, et tous les contrats de numéros sociétaires, pour savoir, pour qu'on fasse des demandes avec la personne détenue. Donc déjà le temps, tout ce temps-là est très long, parce que par exemple, on va prendre l'exemple de Fleury Mérogis, qui est toujours assez surdimensionné, mais qui est quand même un exemple frappant. Il y a environ 3700 détenus en ce moment. Il y a 3 juristes au point d'accès au droit. Et donc du coup, il faut informer toutes les personnes qui arrivent et essayer de les accompagner au mieux. Donc, forcément, on n'est pas magicien, on ne peut pas accompagner tout le monde. Donc on essaye de faire des modèles de lettres de rupture, on essaye de leur donner, et après on essaie aussi de les orienter vers d'autres associations, notamment le numéro vert à la pêche, pour qu'ils appellent afin d'avoir l'adresse du service SFR, du service Orange pour leur téléphone portable ou quoi que ce soit. Et donc tout ça, ça prend énormément de temps, et pendant ce temps-là, et du coup, forcément, les dettes vont s'accumuler, puisque la personne, il y a souvent des virements, enfin c'est fait automatiquement, et donc la personne va continuer de payer alors qu'il y a peu de rentrée d'argent, vu que l'incarcération, forcément, arrête le paiement du salaire qui pouvait être la principale. Donc ça, c'est dans un premier temps qu'on essaye de faire ça, et on essaye aussi de rentrer en contact avec les banques. Là, c'est la deuxième difficulté, puisque les personnes pouvaient avoir de l'argent sur leur compte bancaire à l'extérieur, et donc il va falloir faire en sorte que l'argent soit transféré sur leur compte nominatif en détention. Et ça, forcément, pareil, ça va être très dur de prendre contact avec les banques qui demandent de plus en plus de documents pour qu'une personne puisse avoir procuration, ce qui met beaucoup de personnes en difficulté. Ça met surtout les personnes, enfin ça met beaucoup de personnes détenues en difficulté, mais surtout celles qui sont isolées. Parce que du coup, la famille et les proches jouent un rôle extrêmement important pour récupérer les documents au domicile ou sur les boîtes mail ou quoi que ce soit. Mais quand la personne est isolée, ça devient très compliqué de donner mandat à quelqu'un ou de faire quoi que ce soit de différent. Donc on bricole, tant bien que mal on essaye de les accompagner, et on se heurte à beaucoup de difficultés, surtout eux, mais nous aussi. Donc on essaie de travailler avec d'autres associations, avec les avocats ou avec l'ADAP sur les questions. Et puis après, quand les personnes elles viennent juste d'arriver, donc il y a tout ça, puis après on intervient aussi en centre de détention, là où les personnes sont détenues depuis plus longtemps, ou pour des plus longues peines. Et là, c'est là qu'on va avoir beaucoup de questions de surendettement, parce que du coup, les dettes se sont accumulées. Les personnes ont beaucoup de dettes, commencent à avoir des courriers de relance. Alors Vincent, il est quand même très rapidement contacté par sa banque, ça veut dire qu'elle a été informée à un moment. Parce que normalement, elles ne sont pas tout de suite informées, et c'est quand même pas le premier courrier qu'on est censé recevoir. Mais en tout cas, à un moment, la banque sait que vous êtes incarcéré, sait aussi comment vous joindre, et donc à ce moment-là, se met en place aussi
toutes les problématiques que la banque veut que vous régliez. Excusez-moi. Et donc là, avec les assistantes sociales des services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont elles en première ligne sur les dossiers de surendettement, on va travailler la question du surendettement avec eux. Mais comme droit de consommation ou surendettement, on va se retrouver dans tous les cas avec un besoin de papier important qu'on n'a pas, avec beaucoup de choses qui sont sur Internet, et je vais ouvrir des portes ouvertes, mais il n'y a toujours pas Internet en détention, donc du coup les gens ne peuvent pas accéder à cette simplification des choses, et surtout avec comment on fait pour accéder à ce qu'on avait sur nos comptes, et aussi juste avoir l'information de ce qu'on avait sur nos comptes. Par exemple, on a beaucoup de détenus qui essaient juste de savoir, ils oublient, ils ne savent pas exactement tous les prélèvements qu'ils avaient, tout ce qu'il y a comme sur leur compte et toutes les sommes exactes. Et donc, quand on a enfin réussi à prendre contact avec la banque, ils vont demander des relevés de leur compte. Et la banque facture. Parce que forcément, avant c'était en ligne, là c'est papier, donc c'est facture. Et donc, c'est 35 € pour avoir les relevés. Et là, la personne, il faut qu'elle puisse les payer, bien sûr. Donc, voilà, les difficultés sont tout le temps, à chaque étape. Et donc, il y a plein de choses qui existent pour informer les personnes détenues. Il y a un gros effort qui est fait par le SPIP et par beaucoup de partenaires associatifs. Mais l'information ne suffit pas. Il faut absolument accompagner les personnes, puisqu'elles sont toutes seules face à beaucoup d'informations et surtout à un manque de contact, à un manque d'adresse, à un manque de choses. Donc, le but est de les accompagner au maximum. Et donc, quand il y a tout ça, donc on a essayé de régler tout ça, et puis après, ce que disait Hélène est tout à fait juste, les personnes, si on arrive à faire un dossier de surendettement, on est content. Si on a l'effacement des dettes, c'est super. Mais après, il y a toute la question des dettes pénales, des dettes douanières, qui elles sont exclues de la question du surendettement. Et donc là, un autre parcours de combattant arrive, et là où c'est plus des avocats qui vont prendre la relève. Alors, on n'a prévu qu'un micro, donc voilà, ça va être un petit bonheur. Merci beaucoup, Justine. Et puis, on pourra revenir avec la salle sur ce que tu as dit. Et du coup, je passe la parole et je pose des questions maintenant à Juliette Chapelle, l'avocate de la soirée. Alors, j'aimerais vous poser deux questions. Alors, la première, elle concerne justement ces amendes douanières, ce qui a été évoqué par Justine à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elles sont calculées et quels effets elles provoquent chez les clients? Puis la seconde, elle est un peu plus générale. Donc, vous le savez, au pénal, les prévenus peuvent être condamnés à des peines de privation de liberté, mais aussi à des sanctions économiques. Je pense aux amendes, aux dommages et intérêts, aux frais de justice, etc. Donc ma question c'est, est-ce que les avocats et les magistrats ils sont attentifs à ces sanctions économiques, à leur montant, aux modalités de remboursement ou aux effets qu'elles produisent sur leurs clients? Donc voilà, je passe la parole. Merci beaucoup. Juliette Chapelle, je suis avocate au barreau de Paris et présidente de l'association des avocats pour la défense des droits des détenus. Sur le calcul de l'amende douanière, ça c'est prévu par la loi, donc ça dépend évidemment de la gravité de l'infraction et de ce que la personne transporte. Mais en gros, pour le calcul, on va multiplier par une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois, sept fois, ça va jusqu'à 10, le montant de l'objet saisi. Ça laisse une latitude, évidemment, ça dépend de la gravité de l'infraction. Si on a une latitude entre une fois à 5 fois, ça dépend aussi de la personnalité de la personne, la gravité de l'infraction, c'est la première fois, deuxième fois, troisième fois. Est-ce que c'est quelqu'un qui est habitué des tribunaux ou non? Donc ça, c'est une espèce de barème mis en place par la loi qui laisse également une latitude au juge, mais on voit que ça peut monter assez rapidement. Et souvent, en tout cas, la manière dont les clients perçoivent, les justiciables de manière générale perçoivent les amendes douanières, et on peut élargir aux sanctions économiques. Donc, sanctions économiques, il y a l'amende douanière, il y a l'amende qui peut être en plus de la peine de prison, qu'elle soit avec sursis ou ferme. Il y a également les dommages et intérêts pour les parties civiles qui peuvent aller dans des montants assez importants. Et il y a les frais de justice. Souvent, en effet, c'est ce qu'évoquait un peu, c'est Vincent, c'est ça? C'est la double peine pour eux, parce qu'il y a souvent une peine de prison et derrière, ils se sentent enfermés en réalité dans un cercle vicieux
où ils se disent je ne vais jamais réussir à m'en sortir parce que, vous prenez, moi j'ai eu un arrêt de cour d'appel cette semaine, hier, sur une amende douanière de plus de 100 000 euros. Donc c'est 3 ans de prison, 100 000 euros d'amende douanière. La personne, elle était presque à me dire mais moi je veux bien faire plus de prison si on me baisse l'amende. Donc évidemment je lui ai dit c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est pour vous dire que la sanction en fait pécuniaire, elle est vécue véritablement par les personnes, par les justiciables, comme presque, en tout cas égale, voire pire que la peine de prison, parce que la peine de prison, quand on a 3 ans, elle a une fin. Dans 3 ans, elle est finie. 100 000 euros d'amende douanière, en réalité, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va se finir, parce que pour elle, elle ne gagnera jamais plus de... c'est une personne en plus qui n'a pas énormément de moyens, donc déjà, elle n'envisage pas de gagner 100 000 euros dans sa vie de travail, une fois qu'elle sera sortie de détention. Donc c'est souvent assez compliqué. En effet, l'information, vous dites, c'est plus de 3000 détenus à pluribiologistes, 3 juristes. Donc c'est évidemment trop peu pour que l'information circule, la bonne information circule, et pour que les personnes détenues puissent s'en occuper assez en amont, pour pas que ce soit l'épée de Damoclès. Une fois qu'ils sortent de prison, c'est un peu la patrouille qui les rattrape et qui viennent les sanctionner financièrement. Donc nous, au niveau avocat, ce qu'on peut faire, il y a un travail d'information de nos clients, c'est-à-dire qu'une fois que... Alors là, je prends l'hypothèse où il y a peine de prison plus amende douanière ou amende ou dommages et intérêts, c'est leur donner de l'information, ne pas les lâcher une fois qu'ils sont détenus, parce qu'il y a aussi cet effet, et il y a aussi une question de rémunération de l'avocat, c'est qu'une fois qu'ils sont condamnés, qu'ils vont en prison, il y a des effets où parfois, dans beaucoup de cas, on ne voit plus l'avocat, parce qu'il y a un temps long de détention. La personne détenue, elle ne prend pas nécessairement des nouvelles, elle n'a plus nécessairement les moyens et la famille ne veut plus suivre aussi sur les honoraires d'avocat. Donc il y a un peu un lien distant qui se fait avec l'avocat. Donc c'est déjà les informer, prendre les devants, leur dire qu'il vaut mieux prévoir des échéanciers, discuter avec les créanciers plutôt que se dire bon, je mets ça un peu sous le tapis et puis je verrai. C'est un peu le premier réflexe. Moi je vois là ma cliente, 100 000 euros, pour l'instant elle ne les réalise pas encore, donc il y a une espèce de déni de sa part. On va espérer que ça ne dure pas trop longtemps, parce que plus vous prenez les devants, plus vous apurez votre dette tôt et vous montrez aussi que vous avez envie de l'apurer, moins ça va, mieux ça va aller pour vous, parce que le jour où les douanes se réveillent et veulent leurs 100 000 euros, elles ont quand même un certain nombre de moyens pour faire en sorte de prélever, de saisir et de mettre encore plus en difficulté la personne alors qu'elle peut sortir de détention, elle n'a pas nécessairement pu gagner le SMIC et elle peut avoir aussi une famille. Moi je prends l'exemple, là c'est une mère de famille qui s'est fait condamner et qui a 100 000 euros d'amende douanière au-dessus de la tête. Donc voilà, il y a toute une problématique, mais en tout cas moi ce que je ressens, c'est que la sanction financière, elle est plus lourdement perçue que la sanction privative de liberté. À mon tour. On a trouvé un deuxième micro. On a trouvé un deuxième micro. Formez toute la table, monsieur Tarasconi. Donc, directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, si vous vouliez nous expliquer, nous éclairer, parce que le milieu pénitentiaire n'est pas. Voilà. Si vous pouvez nous expliquer les missions et le type des travailleurs sociaux également, et d'autre part, avez-vous, l'administration a-t-elle une politique de traitement de l'accès aux droits économiques en détention? Voilà. C'est bon. François-Marie Tarasconi, je suis directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. J'ai eu l'occasion de travailler en différents services pénitentiaires d'insertion et de probation, en milieu fermé, donc dans des établissements pénitentiaires, c'est le centre de détention, maison d'arrêt, et également en milieu ouvert, donc qui suit des personnes qui ont soit été condamnées à des peines alternatives, soit après leur sortie, soit des aménagements de peine, soit des sursis, des suivis socio-judiciaires, ce genre de choses.
Et actuellement, donc, je suis à l'administration centrale au sein du bureau qui s'occupe des politiques sociales et des partenariats. Donc assez bien placé pour réfléchir à ces questions et échanger avec les partenaires concernés. Donc, effectivement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, on pourrait en parler des heures, on ne va pas le faire. Historiquement, l'accompagnement des personnes détenues en établissement pénitentiaire, c'était le fait de travailleurs sociaux qui étaient éducateurs pénitentiaires ou d'assistants de services sociaux qui intervenaient en prison. Donc des travailleurs sociaux dans les deux cas, ils ont été fusionnés en corps de métier conseiller d'insertion et de probation, CPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Je souligne qu'en fait, on ne peut plus les qualifier de travailleurs sociaux actuellement. En fait, le rôle d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, ça va être une sorte de rôle d'interface entre la personne détenue et tout l'univers du droit, les magistrats, l'administration pénitentiaire, et le reste du monde, j'ai envie de dire, les familles évidemment, mais également tout ce qui entoure le quotidien de la personne condamnée à l'extérieur, donc en préparation de sa sortie ou dans tout ce qui est démarche pendant qu'il est en détention. Et une fois qu'il est dehors, cette interface continue. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez des contraintes qui ont été posées par la justice et il faut respecter ces contraintes, mais en même temps, elles viennent se heurter également aux contraintes du quotidien que la justice ne connaît pas forcément. Et pourquoi je dis ça? Parce que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui ont ce rôle-là, sont actuellement essentiellement des juristes. Et dans leur formation, on a un angle essentiellement criminologique et de contact avec l'univers social, mais pas forcément de formation de fond en droit social. Et c'est un point important parce que déjà c'est cohérent, dans le sens où ce qu'on leur demande, ce n'est pas d'être des AS ou des travailleurs sociaux, en plus de ceux qui existent déjà, mais qui seraient spécialisés dans les personnes condamnées. Ce qu'on leur demande, c'est d'avoir une plus-value qui est propre et qui est de l'ordre d'établir un état des lieux de qui est la personne en fait, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau effectivement matériel, mais également au niveau de son passé, au niveau de vers quoi il se projette, au niveau de son état d'esprit, au niveau de comment il se considère au sein de la société, vis-à-vis des faits qu'il a commis, etc. Donc il y a vraiment cet aspect criminologique en fait, hein, il faut le dire, et tous les autres aspects vont être conséquences de ça. C'est-à-dire que le but du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et du SPIP en général, le service dans lequel il travaille, ça va être de voir si la personne, où en est la personne en termes de prévention de la récidive. C'est ça l'objectif en fait. L'insertion et la probation, ce sont les deux jambes sur lesquelles on s'appuie pour essayer de lutter contre la récidive. C'est pas le cas dans tous les pays du monde. Il faut aussi avoir ça en tête, c'est qu'il n'y a pas une correspondance absolue entre ce qui se fait en France associé à ce niveau-là et ce qui peut se faire dans les pays étrangers. Et du coup, c'est un point important parce que ça signifie que l'objectif, c'est de faire en sorte que la personne détenue soit prise en charge par ce qui existe dans le droit commun, en termes de travailleurs sociaux, de services, etc., ce qui est particulièrement difficile en milieu fermé, mais pas forcément très simple en milieu ouvert non plus. Un réflexe qu'on rencontre souvent en milieu ouvert, ça va être de la part de CCAS, de mairie ou autre, vous avez un suivi au sein du SPIP, débrouillez-vous avec lui. Et vous allez sinon alourdir votre charge de travail. Ça, c'est quelque chose sur qu'on entend souvent. Le but du SPIP, c'est aussi de rendre visible la population condamnée. Et de rappeler qu'elle a accès à un certain nombre de droits. Alors, c'est des équipes pluridisciplinaires, le SPIP. Donc, dedans, ça a été dit tout à l'heure, vous avez des assistants de service social. Il faut savoir qu'il y en a un par milieu fermé sur les départements. Donc, c'est évidemment beaucoup trop peu pour faire de véritables suivi. Ils ont un rôle qui n'est pas simple du tout, qui est justement d'interface avec le droit commun, c'est-à-dire qu'ils doivent établir un diagnostic, un peu comme les CPIP, mais là, pas sur le plan criminologique, plus sur le plan social, vers quoi diriger la personne. Et donc, j'en arrive à toute la question effectivement, de la gestion du budget, des dettes. Ça, il faut se rendre compte que historiquement, ça n'était pas considéré comme une matière fondamentale dans la prise en charge de la personne condamnée. On allait vers d'autres impératifs. Alors
je parlais du risque de récidive, qui n'est pas forcément le plus ancien, mais il y avait des questions de est-ce qu'il demeure en lien avec sa famille, est-ce que quelqu'un va l'accueillir à la sortie, est-ce qu'il va avoir un hébergement, est-ce qu'il est soigné en détention. Et en réalité, il n'y a pas de focus historiquement sur cette question des dettes, ce qui est un tort, parce que dans la société telle qu'elle est aujourd'hui en tout cas, cette question conditionne énormément de choses. Si vous n'avez pas une gestion apurée de votre budget, si vous ne savez pas le faire, vous allez être très rapidement en difficulté sur tout le reste de l'accès au droit, l'accès au travail, absolument tout. Et ça, non seulement les personnes ne le savent pas, les personnes qu'on prend en charge, et en plus quand elles arrivent en prison, elles pensent clairement à autre chose, ça a été dit, mais les CPIP et le reste du personnel pénitentiaire ne sont pas du tout formés à ça. Alors au niveau de la suite de la question, c'était est-ce qu'au niveau de l'ADAP, l'administration pénitentiaire en centrale, on réfléchit à ces sujets. Alors c'est assez récent, mais effectivement, on essaie d'aller dans cette direction-là. C'est un chantier, hein, c'est-à-dire qu'on découvre les difficultés. Au niveau central, il s'agit d'impulser une politique harmonieuse, en sachant que sur les différents établissements et dans les différents départements en milieu ouvert, les réalités sociales vont être potentiellement très différentes. Au-delà de ça, il faut trouver des partenaires sur lesquels s'appuyer parce qu'on ne va pas former les CPIP spécialement à ce sujet-là. Même s'ils étaient formés, ce serait vers qui se tourner pour prendre en charge cette question. Mais il y a aussi un état d'esprit à avoir, c'est-à-dire que aussi bien au niveau de la magistrature qu'au niveau de l'administration pénitentiaire, qu'au niveau du discours apporté auprès des personnes détenues, faire le focus sur en quoi ces questions-là sont importantes. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Quand vous arrivez en détention, c'est vraiment... vous parez à d'autres impératifs immédiats, ce qui est un tort, parce qu'effectivement, vous pouvez vous retrouver dans une situation bien pire parce que ce volet-là n'a pas été traité correctement ou suffisamment tôt. Et voilà, donc ça c'est vraiment une sorte de discours qu'on tient à porter, ne serait-ce que parce que, j'en finis avec ça, quand vous sortez après votre peine de prison, si vous n'avez par exemple pas d'accès à un compte bancaire, à de l'argent que vous auriez, je parle même plus des personnes qui n'ont plus rien, ça existe, mais ceux qui ont quelque chose, vous avez un compte qui a été fermé. Donc, un certain nombre de territoires, le temps que vous allez mettre à rouvrir ce compte, à retrouver ses droits, etc., pour des personnes qui sont tentées par une délinquance de survie, on va dire, là, en termes de prévention de la récidive, vous êtes dans une zone dangereuse. Parce que ça signifie que les personnes, parce que certains travaux d'accès au droit et de gestion de leur budget, de leurs finances, etc., n'a pas pu être fait ou n'a pas été fait, peuvent se tourner vers une délinquance immédiate et potentiellement retourner en détention très vite. Comme on a la Banque de France avec nous aujourd'hui, il y a un droit au compte, vous le connaissez sans doute, hein, et qui a été simplifié. D'ailleurs, à l'époque, il fallait 2 refus, 3 refus. Puis 2 refus, aujourd'hui, le premier refus, parce qu'il est difficile d'ouvrir un compte lorsqu'on sort de détention, et je pense que vous avez raison, il faut que ces personnes puissent avoir l'outil. On ne peut plus se passer de compte, hein, on a un taux de bancarisation très fort à la Banque de France, et c'est vrai, il y a le droit au compte qui peut être excité assez rapidement. Il y avait la réticence, mais aujourd'hui c'est faisable. Donc, et puis il existe aussi des néobanques. Maintenant, le compte nickel, par exemple, qui permet dans un bureau de tabac avec la pièce d'identité, là c'est pas. Pardon? Oui. La procédure, mais parfois dans l'urgence. On ne vous pose pas de questions, vous pouvez avoir la possibilité de faire des virements pour un montant de 20 €. Donc c'est essentiel, hein, qu'à la sortie de prison, qu'ils aient cette seconde chance et qu'ils aient tout. Le minimum, c'est d'avoir un compte aujourd'hui pour pouvoir recevoir les aides sociales. Voilà, c'est d'ailleurs ce que fait Crésus dans les maisons d'arrêt. Alors, l'un des plus grands bonheurs, je tiens à rajouter, lorsqu'on a accompagné des détenus pendant qu'ils purgent la peine, bien après, dans nos antennes, pour
pour nous saluer et pour compléter l'accompagnement. C'est ce que nous expliquons. Belle transition du coup à notre quatrième intervenant, qui est François Corbet, et qui est, je l'ai dit, bénévole depuis 16 ans déjà chez Crésus. À la fois, il fait des permanences chez Crésus à Strasbourg, et aussi il fait des permanences à la maison d'arrêt 2 fois par semaine. Et non pas 2 fois par mois, c'est déjà bien. Bon, alors j'ai quelques questions pour. Déjà, merci d'être ici. Et j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, des sujets, des questions, des préoccupations que les détenus ont et que lorsque vous les rencontrez? Puis j'ajoute une autre question. Vous qui avez beaucoup d'expérience, quelles sont les différences entre l'accompagnement vers le surendettement au quotidien chez Crésus et avec des bénéficiaires plus classiques, et puis celui que vous faites en détention? Merci. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour ne pas être trop long, j'ai fait un petit résumé. Voilà. Après quelques années comme bénévole chez Caritas, dans l'accueil des familles des détenus à la maison d'arrêt de Strasbourg, de vouloir, pour ses enfants, reprendre sa situation. L'évaluation de la situation financière, et c'est parfois l'entrée en détention qui entraîne un début de surendettement. Les impayés à venir, loyer, factures, crédit et autres choses. Bon, moi, je trouve que c'est super intéressant, François. Mais alors, c'est quoi la différence entre dedans et dehors, du point de vue du bénévole qui accompagne vers le surendettement? On reçoit les intéressés qui demandent, et généralement en non-entretien, un seul entretien, on est en mesure de faire le dossier ou du moins de donner des indications qui leur permettent de faire le dossier eux-mêmes par la suite. En prison, vous avez vu, ce n'est pas le cas, ils n'ont rien, donc il va falloir trouver les documents ailleurs, en faisant appel à la famille, à tout le monde. Et quand ils sont dans l'impossibilité de fournir le dossier, on ne peut malheureusement pas faire le dossier de surendettement et on les laisse faire leur dossier à leur libération. Ah oui, ce serait bien de pouvoir le faire.
Par rapport à la commission de surendettement, à la représentante, mais je pense que devrait être possible de mettre en place d'ailleurs la pratique du délai de grâce. Vous l'utilisez parfois, délai de grâce qui permet. Non. On fait très peu de dossiers de surendettement, Oui. parce qu'en maison d'arrêt, les peines sont très courtes et que, comme disait monsieur, on n'arrive pas à réunir l'ensemble des documents pendant la période de détention. Donc il faut qu'on les rencontre, donc viennent nous voir dans les antennes pour mettre en place les dossiers. Parce que les dettes s'accumulent. Alors donc, voilà, la commission de surendettement, Nadège Giscas, hein, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Est-ce que vous, Flavie, vous receviez à Ivry des dossiers de surendettement? Ils étaient complets. Vous pouvez un peu nous expliquer un peu leur contenu également. Voilà, donc je vous donne la parole. Merci. Alors, il faut savoir que les dossiers de surendettement des détenus sont plutôt faibles. Hein, c'est seulement 500 dossiers de 2018 à septembre 2022, donc peu de dossiers. Un autre biais également dont je discutais tout à l'heure avec mes collègues du service des études, c'est que on a tous les dossiers de surendettement dont l'adresse un numéro d'écrou. Mais moi, j'ai connu en pratiquant en tant que responsable du service des particuliers des dossiers où en fait on avait une adresse classique, puisque c'est un dossier couple, mais le conjoint est incarcéré. Donc on n'a pas forcément l'exactitude de tous les dossiers déposés. Alors il faut savoir que lorsqu'on arrive à avoir un dossier complet, et je le mets entre guillemets, parce que j'ai compris la problématique que vous rencontriez au contact des détenus, ça dépend aussi, et on est d'autant plus sensibilisé à la Banque de France, de faire preuve de souplesse dans des cas particuliers, et les détenus sont des cas particuliers. Donc aujourd'hui, le gros problème qu'il y avait dans un dépôt de dossier de surendettement, c'était la présence d'une pièce d'identité. On sait que quand ils sont détenus, vous avez un mal fou à obtenir une pièce d'identité parce qu'ils n'en ont plus. Donc ce qui se passe, c'est qu'on accepte une attestation de présence donnée par l'administration pénitentiaire, mais elle doit comporter certains éléments, et je l'explique pourquoi elle doit comporter certains éléments, c'est-à-dire le nom, le prénom, s'il y a plusieurs prénoms, date de naissance et lieu de naissance. Pourquoi on vous demande à minima cette information? Parce que lorsqu'il y a un dépôt de dossier de surendettement, la personne est fichée au fichier au FICP, au fichier des incidents des crédits aux particuliers, pour qu'elle ne puisse pas refaire des crédits à sa sortie, puisqu'on n'a pas que des peines longues, on peut avoir des peines courtes. Donc en fait, c'est vraiment pour protéger le consommateur. Donc il y a cet élément, il n'y a que 3 pièces qui sont obligatoires, mais je tiens à le dire parce que je pense que notre message ne passe pas suffisamment et j'aimerais qu'il passe. On est administration, certes, on a des contraintes légales, certes, mais on peut aussi s'assouplir. Sur la pièce d'identité, il y a une solution qui a été trouvée. Il faut un avis d'imposition ou de non-imposition. Ça fait partie des pièces obligatoires. Et on demande un relevé de compte sur 1 mois et pas au-delà. Avant, c'était 3 mois. Les règles sont énormément assouplies. Et si jamais la personne ne dispose pas de compte, ce qui est arrivé, je l'ai vu au travers de certains dossiers, il suffit juste d'une attestation sur l'honneur, comme quoi il ne dispose pas de compte bancaire. Et on pourra même l'orienter pour lui proposer un droit au compte pour qu'il puisse disposer d'un compte. Voilà comment ça se passe. Et c'est vraiment montrer que la Banque de France, ce service de surendettement, fait en sorte de pouvoir justement avoir ces dossiers dont on sait qu'ils ne seront pas complets, mais en fait la complétude, c'est ces 3 documents fondamentaux. Ensuite, il suffit que la l'IAS CERFA, le fameux dossier de surendettement qui est rempli, ce soit mentionné à l'écrit, et on va reprendre à l'écrit ce qu'il y a dessus. On n'a pas besoin de documents complémentaires. C'est-à-dire que je l'ai vu parce que je l'ai pratiqué.
La personne dit, bon, je sais que j'ai un crédit au Crédit Agricole, mais je ne connais pas ma référence. J'ai emprunté à peu près cette somme-là et il me reste à peu près ça à rembourser. C'est pas grave, on va le prendre. Et comme de toute façon, une fois que la recevabilité sera passée, on va écrire au créancier qui, lui, nous donnera toutes les informations complémentaires. Donc je pense qu'il faut... C'est vrai que c'est compliqué parce que ce qui aurait été le plus simple pour un détenu, c'est d'avoir accès à notre site internet Banque de France qui nous permet même aujourd'hui de déposer en ligne. Mais on sait que c'est toute la complexité de cet accès et il faudrait que le travailleur social puisse le faire. Ce qui se passe à l'extérieur, évidemment, on comprend que quand c'est en interne, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, une question complémentaire. Quand le dossier est instruit, est-ce qu'il y a une attention particulière en commission? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas d'attention particulière? Il y a une attention particulière, surtout, on cherche dans la mesure du possible à savoir quel est le délai de détention. Si la personne a une détention courte, inférieure, clairement, une détention inférieure à 24 mois, on va faire, en fait, c'est la suite du dossier qui va prédominer. Si c'est inférieur à 24 mois, on fera un moratoire de 24 mois dans l'attente de sa sortie, de voir ce qui se passera ensuite. Si jamais le délai est supérieur, ce qui arrive dans pas mal de cas de dossiers, dans ce cas-là, on va vers la procédure de rétablissement personnel. La seconde chance. Oui, et puis quand on a bénéficié pendant le rapport des informations statistiques de la Banque de France, présentes ici d'ailleurs, et en fait ce qu'on a vu, c'est que dans 80% des cas, les dossiers recevables, les dettes éligibles en tout cas étaient effacées, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup de se saisir de cette procédure. Alors, les dettes éligibles, oui. Les dettes éligibles, oui, oui. Parce qu'un certain nombre, ce qu'on disait tout à l'heure, les dettes pénales ne sont pas effaçables. Donc à partir de là, ils ont, dans tous les cas, très souvent des dettes pénales qui ne sont pas effaçables. Mais au moins pour les autres dettes, qui sont de la dette locative, des dettes de charge, des dettes de crédit à la consommation, elles sont effaçables. Et les amendes non plus, puisqu'elles font partie des dettes pénales. Ni des pensions alimentaires. Pensions alimentaires non plus. Elles sont exclues. Très bien, je trouve qu'on a déjà fait un beau panorama avec nos 5 intervenants, je vous remercie. Et voilà, et ce que je propose maintenant, c'est de passer la parole à la salle. Et voilà, alors soit ça peut être pour évoquer votre propre expérience, parce que je sais ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà concernés, plutôt par l'accompagnement que par la détention en elle-même. Et sinon, pour poser des questions à nos intervenants, voilà. Et cette fois-ci, je vous laisse ce micro-là, attention, pas tirer trop. Et Lucie, est-ce que il y avait Lucie qui était partie? Lucie, tu veux... C'est toujours difficile de commencer. Ah non, mais je vois déjà les mains qui se lèvent en masse. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je travaille chez Wake Up Café et nous on accompagne plutôt les personnes à la sortie de la détention pour les accompagner dedans, mais dans les faits, les affaires de dette c'est plutôt à la sortie. On a bien parlé de façade des difficultés et ça en fait clairement partie. Et là vous avez plutôt parlé de ce que vous pouviez faire dedans. Une fois que les personnes sont sorties, elles sortent généralement avec leurs dettes et pas toujours avec leur dossier de surendettement prêt. Et c'est pas forcément beaucoup plus simple. Et du coup, je voulais savoir jusqu'où c'était possible d'aller pour les accompagner à la sortie. Et ma deuxième, c'était plutôt un témoignage pour le cas des jours amendes. Moi, je suis plusieurs petits jeunes qui préfèrent clairement payer leur jour amende que de retourner en détention. La détention, c'est quand même pas simple, mine de rien, moi, je trouve. Et du coup, ça rajoute effectivement du paiement à la dette qui existe aujourd'hui. Mais voilà, c'était pour rebondir peut-être sur les témoignages de je préfère retourner en prison. Alors, il y a une différence de mesure. Il y a une différence de montant sur les jours amendes, notamment sur des jeunes, on va être sur les jours amendes. Alors, c'est une condamnation pénale qui consiste à dire, par exemple, vous devez payer 10 € par jour pendant 200 jours, et si vous ne les payez pas, à ce moment-là,
chaque jour amende non payé se convertit en jour de prison. Il y a, je pense, une différence. Alors c'est vrai que moi j'avais plus en tête sur des amendes douanières où on va assez facilement dans des montants qui sont très importants. Où là, il faut distinguer en fait selon les sanctions, on va dire sanctions économiques. Sur les amendes douanières, moi en tout cas les dossiers et les clients que j'ai, on est plutôt sur des profils où on est sur déjà un cumul de sanctions avec systématiquement de la peine de prison et une amende douanière assez élevée. Donc très clairement, souvent, il y a cette discussion voilà, la peine de prison, de toute façon, je vais y passer. Je sais qu'il y a une date butoir, alors que la peine économique, je ne sais pas si je vais pouvoir la payer. Ça me met dans une insécurité financière et donc dans une insécurité familiale, dans une insécurité de vie de manière générale une fois que je suis sortie. En effet, après, sur des dossiers, on va dire, des infractions moins graves, parce que sur du jour amende, on est rarement sur des infractions d'une grande gravité. On est plutôt dans des délits, on va dire, d'une gravité assez faible. Là, en effet, les jours amendes, c'est aussi une manière d'éviter la prison et de permettre aussi à la personne condamnée de dire si vous montrez aussi à la justice que vous arrivez à respecter vos obligations, la justice vous fera confiance et au moins c'est une peine qui apparaît comme exécutée sur le casier judiciaire. Ah, il faut avoir de quoi les payer. Ah ben sinon, c'est la sanction, elle tombe... Non, ça c'est certain, il faut avoir de quoi les payer, ça c'est sûr. Après, moi ça m'est arrivé d'avoir des clients, je les paye pas et puis je verrai si je vais en prison et au pire, ils font leur calcul et ils se disent, au pire c'est tant de jours de prison. Hein. Ça peut être compliqué pour la réinsertion. Et tout le monde n'a pas un objectif de réinsertion en tête. Hein. Une réalité... Pas forcément tout, mais allez-y, oui. Bonsoir, merci pour vos interventions. Je suis d'ailleurs chercheuse, fait une thèse de doctorat actuellement sur la question de la multiverbalisation de certains jeunes de quartier populaire. Multiverbalisation qui amène dans certains cas des dettes importantes de jeunes qui se retrouvent parfois au cours de leur vie en détention. Je voulais savoir si parmi les personnes que vous accompagnez, c'était un phénomène que vous avez déjà entendu, si ces amendes à répétition pour les infractions, pour des incivilités, pour les infractions de petite classe, commises dans l'espace public, si ça fait partie des dettes de détenus que vous accompagnez, si c'est un phénomène marginal, vous n'entendez pas parler. Et accessoirement, si pour ces jeunes-là, le passage en prison les rend visibles du trésor public notamment. Parce que c'est des jeunes qui en fait ne payent pas leurs amendes, donc leurs amendes s'accumulent à l'extérieur. Et parfois, d'après les témoignages que j'ai récoltés pour l'instant, leur passage en prison les rend visibles de l'État et commence à être prélevé. Enfin, ma question n'est pas très claire. Du coup, mais est-ce que vous entendez parler d'amende à la répétition? Est-ce que c'est partie des aides que vous accompagnez? Allez-y, vous avez des exemples. Moi, en tout cas, dans ma clientèle, elle est, encore une fois, dans mon expérience, c'est plutôt sur des montants d'amende douanière assez importants. Après, le phénomène, en effet, de cette multi-verbalisation, il existe, et il existe dans certains quartiers, et on sait très bien comment ça se passe. Et en effet, la difficulté, c'est que il y a deux choses. Parfois, la personne qui va se faire verbaliser de manière un peu récurrente va pas nécessairement comprendre pourquoi elle se fait verbaliser. Donc, elle va pas nécessairement avoir de l'appétence à apurer sa dette. Et c'est certain que le passage en prison, ça met le radar sur la personne et clairement le trésor public se dit hop, j'ai la personne, je sais où elle est, maintenant je vais pouvoir me faire payer ce qu'elle me doit. Moi j'ai un exemple en tête où c'était une personne qui habitait Grigny, donc qui avait un phénomène en effet de multiverbalisation, qui est passé par de la détention provisoire. Et en effet, c'est ça qui a fait qu'on est venu lui réclamer l'intégralité des sommes qui étaient dues.
Ce qui l'a permis, j'allais dire anecdote un peu rigolote, mais c'était évidemment pas drôle pour lui parce qu'il a fait de la détention provisoire. Il a obtenu un non-lieu, donc on a fait une demande d'indemnisation d'une détention provisoire injustifiée, et c'est le montant qu'on a obtenu qui lui a permis d'apurer sa dette. C'est pas du trésor public. Un moyen comme un autre. Oui, on en a, mais après, comme le disait Maître tout à l'heure, c'est que le but est aussi de les informer qu'à un moment, mettre la tête sous l'eau, ça ne va pas les aider plus tard. Et donc ces dettes-là, elles existent, elles vont continuer d'exister. Donc ça met les radars sur eux parce qu'ils sont en détention, mais à un moment ou un autre, enfin, ils vont peut-être passer sous les radars en permanence, mais à un moment ou un autre, de toute façon, on va venir leur réclamer ces sommes. Et du coup, il faut plutôt mettre en place un plan d'appurement et essayer de trouver un échéancier avec le créancier pour pouvoir le payer petit à petit et éviter l'accumulation arrivera à un moment de toute façon. Enfin, vous avez vu des clients déjà qui sont totalement oubliés? Pas du tout. L'oubli existe rarement. La justice oublie rarement. Est-ce qu'on a quelques autres questions? Alors, devant. Bonjour à tous, Virginie Maléka, juriste à la Banque Postale. J'avais une question, donc j'ai bien compris que les détenus n'avaient pas Internet en prison, mais est-ce qu'ils ont quand même accès à un ordinateur et à des heures en fait pour avoir accès à un ordinateur, notamment par rapport aux courriers que nous on peut recevoir qui sont informatiques et non pas dactylographiés, enfin pas de manuscrits plutôt. Et savoir justement quand ils écrivent leur courrier, donc ce que j'ai compris c'est le vaguemestre qui lit en fait le courrier reçu, mais qui lit peut-être aussi le courrier sortant, comme je ne sais pas, et savoir si le vaguemestre quel est le rôle en fait du vaguemestre exactement, parce que des fois on voit qu'il signe juste en disant qu'ils attestent que c'est bien monsieur machin qui a signé le courrier. Est-ce qu'ils ont un rôle de vérifier que le détenu n'a pas écrit son courrier de manière forcée par un autre, voilà. Alors, non, tous les établissements pénitentiaires n'ont pas la possibilité de permettre à des personnes détenues d'avoir accès à un ordinateur. C'est même assez rare en fait. Ça va dépendre de quel partenaire peut intervenir, dans quels locaux, voilà, ça pour le coup vous pouvez voir une grande disparité, et la norme c'est plutôt de ne pas avoir cet accès-là. Ça peut surprendre du coup quand on a un courrier venant d'une détention qui est effectivement traité à l'ordinateur. Il peut y avoir un certain nombre de raisons à ça. Le vaguemestre, alors là encore ça a été évoqué tout à l'heure, mais ça va dépendre de votre statut en tant que détenu. Ça a une particularité, ça a une importance particulière. Si vous êtes prévenu, parce que vous n'êtes pas censé pouvoir écrire à tout le monde. C'est le juge d'instruction qui décide avec qui vous êtes en contact en fait. Une fois que vous êtes condamné, c'est
faut souligner qu'un certificat de présence suffit. Puisque le certificat de présence va quand même attester que la personne s'appelle Monsieur Nana, né le A, et est incarcéré au sein du centre pénitentiaire depuis telle date, et à une durée d'1 mois, et signé, et à un cachet marial. Donc, normalement, on pensait tous que ça suffisait. Il semblerait que non, mais oui, je savais. Hein. Et du coup, maintenant, on cherche dans chaque établissement qui peut signer le papier. Voilà. Et juste pour les ordinateurs, c'est parce que des fois, on écrit les lettres pour eux. Bah oui. Donc on pourra poser des questions tout à l'heure et je tenais à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Je trouve que la mission que Crésus a dans certaines régions a la possibilité de faire, c'est-à-dire d'aller dans les maisons d'arrêt ou les prisons, rencontrer les détenus et les aider à sortir avec un fardeau structuré. C'est une mission à laquelle on est très attaché. Crésus, ça fait 30 ans qu'on accompagne les ménages et les entrepreneurs en situation de surendettement. On a également le projet d'ouvrir à Paris une maison de l'inclusion financière qui sera en face de Sainte-Anne, à Paris, dont la vocation sera de renforcer l'accueil des citoyens en situation de fragilité, de les accompagner vers le numérique également, de pouvoir avoir la certification EnConnect qui permet d'aider les personnes, notamment à vous transférer les dossiers de surendettement, et ils sont parfaits quand ils sont transmis via le numérique. Et je voudrais que Julie parle d'une mission spécifique. On fait des ateliers ici à l'Ascenseur. Julie coordonne le programme d'éducation financière et on va également, je crois, dans les maisons d'arrêt, dans les centres de détention, faire des ateliers. Oui, tout à fait. On a eu l'occasion de rencontrer les équipes de la DAP pour leur en parler, effectivement, avec le programme Dilemme, donc qui est un programme pédagogique qu'on déploie dans un certain nombre de structures. On intervient également dans des maisons d'arrêt pour proposer des ateliers d'éducation financière. Donc on pense que c'est une des solutions qui peut justement permettre aux détenus d'être mieux informés sur les divers moyens qu'ils ont pour améliorer leur situation à l'issue de leur détention. Donc on propose des ateliers et on essaie de renforcer un petit peu ce type d'action. Pardon ? Pauline m'a chuchoté quelque chose en oreille, mais je n'ai pas entendu malheureusement, donc je ne pourrais pas rebondir. En tout cas, j'en profite pour vous remercier à tous de votre participation. Merci aux intervenants pour ces débats passionnants. On intervient avec Crésus, comme le disait Jean-Louis, dans les maisons d'arrêt depuis près de 30 ans. Donc merci également aux bénévoles qui font ce travail de fond très avec le cœur, je dirais. Donc ça, c'est une chance qu'on a de pouvoir s'appuyer sur ce réseau-là. Je vous propose à tous d'en discuter autour d'un verre et de petites sucreries ou petites choses qu'on peut manger à côté. Et pour conclure, je vous invite tous à nous retrouver lors des prochaines rencontres qu'on organise grâce à l'aide d'Hélène qui a organisé ces rencontres avec nos équipes et avec celle de Thibaut, bien sûr. Donc 2 rencontres en mars, il me semble, et en juin. La première étant sur le crédit revolving. Pardon, la première étant sur la baisse du recours à la procédure de surendettement. Peut-être qu'on changera le titre si ça change. Oui, c'est ça. Le sujet, en tout cas, c'est la baisse du recours à la procédure de surendettement. Est-ce que c'est une vraie baisse? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà. Et dans un second temps, ce sera sur le crédit revolving. Et voilà, oui, mais pour l'instant, on l'appelle revolving dans notre intitulé. Revolving, renouvelable, revolver, comme tout le monde. Il va peut-être des nouvelles formes de crédit. Absolument. Absolument. Voilà, c'est ça. Donc on parlera de. Tout à fait. Les mini-crédits, les paiements fractionnés, tous ces sujets-là qu'on abordera à ce moment-là. Donc voilà, et enfin peut-être, pourquoi pas, tant qu'on y est, je me permets, on organise dans le cadre du programme d'émancipation financière qu'on a au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 8 décembre, un événement pour présenter au pouvoir
au pouvoir public et pas que à l'ensemble des acteurs le dispositif qu'on déploie en Seine-Saint-Denis. Donc vous êtes tous les bienvenus, c'est un événement qui est ouvert et on aimerait vous y voir, donc n'hésitez pas. On vous transférera dans le mail de remerciements les divers liens pour vous y inscrire et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre lors des prochains événements. Et merci à tous. Et merci à Hélène aussi.